pour nous, c'est très clair que même si l'illégitimité du G8 a été corrigée en partie avec le G20, puisque c'est un groupe qui représente 70% et un peu plus de la population et 90% de la richesse du monde, on ne peut pas parler de légitimité. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un manque évident de représentativité. Alors bien sûr, ce sont les pays qui comptent, qui sont au G20, qui comptent économiquement, qui comptent en termes de population, mais le compte n'y est pas parce que la seule représentativité qui vaille, c'est tout le monde. Est-ce qu'on imagine des réunions au niveau français où il y aurait les 6000 communes urbaines de France qui décideraient pour l'ensemble des 36 000 communes sous prétexte qu'elles représentent 75% de la population et effectivement une grosse partie de la richesse économique. Alors on nous dit mais vous en faites pas, au G20 on a maintenant inscrit la question du développement et donc on va s'occuper de ces 173 pays. Et bien justement là, le manque de légitimité est encore plus flagrant puisque les pays les plus concernés sont absents des discussions. C'est un peu comme si dans mon exemple fictif, on demandait aux 6000 communes urbaines de France de discuter d'aménagement rural en l'absence des 30 000 communes. Deuxième aspect de cette légitimité, cette absence de légitimité, la diversité des représentants. Il est évident que nous n'avons que des États, que la place des citoyens que l'ONU est bon an mal an est arrivé à faire entrer dans les discussions par un certain nombre de mécanismes. Là, on n'y est pas. Il y a quelques balbutiements où on autorise la société civile à intervenir avant les G20. Mais contrairement au Business Summit, on n'a pas vraiment d'intégration d'un G20 social. Et de ce point de vue-là aussi, l'inclusion de toutes les voies non économiques fait défaut dans le G20. Ça fait partie de son illégitimité. Je voulais vous citer une phrase que je trouve assez, comment dirais-je, symptomatique d'une certaine impuissance du G20 de Toronto, si je la retrouve, je demande 20 secondes. Nous construisons un système financier plus résilient qui répond aux besoins de nos économies, réduit l'aléa moral, freine la montée du risque systémique. Je passe la suite. Je répète, freine la montée du risque systémique. C'est un vrai aveu d'impuissance, ou en tout cas, un aveu qui dit on va s'occuper des conséquences, mais on se sent impuissant sur les causes. C'est sans doute là que nous avons la plus grosse critique à formuler sur le G20, et c'est sans doute peut-être ça qui sera le plus discuté par nos intervenants. A inclusão dos países emergentes foi reconhecimento dos países do norte de que hoje a estrutura econômica internacional depende efetivamente da dinâmica dessas economias que emergem, que são sustentadas por seus mercados internos e pelas divisas que estão acumuladas nesse país. L'inclusion des pays émergents démontre la reconnaissance qu'aujourd'hui, la maintenance du système économique international, surtout la sortie de la crise, repose sur le dynamisme de ces économies des pays émergents, soutenues par la force représentée par leurs marchés intérieurs et leur économie aussi, par les devises accumulées dans ces pays. Porém, essa inclusão desses 12 países a mais, efetivamente, não significou uma mudança na estrutura, nem nas diretrizes do Mundial de Poder. L'inclusion de ces pays n'a pas signifié, en aucun cas, un changement dans la structure globale du pouvoir, ni aussi un changement de leur orientation. É preciso deixar claro que para nós, no Brasil, está claro que há déficit de democracia e legitimidade nessa nova configuração. Il doit être clair qu'il y a encore un déficit de démocratie et de légitimité dans cette nouvelle configuration. Continua sendo grupo exclusivo de países poderosos e alguns emergentes que não podem decidir por temas e políticas que afetam todo o resto. Et il faut qu'il soit clair qu'il y a encore un déficit de cette démocratie et il y a encore un groupe exclusif de pays puissants qui ne peuvent pas couvrir les questions de politique de tout le reste des pays, de 172 autres pays.
qui ne font pas partie du G20. Mais importante ainda é que a inclusão desses países, lamentavelmente, não significou até agora questionamento profundo da ordem existente. L'inclusion de ces pays signifiait qu'il n'y a pas question de questionner l'ordre existant actuellement. Então, e a outra questão é que sabemos também que, ao sentar-se na mesa, os países emergentes sentar na mesa de decisão, não fez efetivamente que a sua participação tenha tido uma voz mais preponderante. Alors, le fait de s'asseoir avec ces autres pays puissants, simplement s'asseoir, n'a pas transformé leur rôle en tant que participation à part entière. Não há igualdade de participação. Il n'y a pas d'égalité dans la participation. E a correlação de forças permanece. Et la corrélation de forces continue la même chose qu'avant. E o grave é que esses países emergentes, aí eu falo pelo Brasil, não posso falar pelos outros. Le grave, la chose importante et grave, c'est que les pays émergents comme le Brésil, que je peux parler, mais de façon un peu plus à l'aise, não se posicionaram de uma maneira crítica. Ils se sont pas positionnés, ils n'ont pas pris des positions critiques vis-à-vis de ce qui se passait dans le G20. O resultado que parece que o governo brasileiro tem ao assumir o seu lugar, né, no G20, le résultat, c'est que le Brésil, quand il assume son rôle et son poste dans le G20, é ver apenas crescer seu prestígio internacional, ça reste seulement limité à assister à son prestige international, obter vantagens dado seu bom posicionamento na crise, obtenir des avantages grâce à ce positionnement devant la crise, apostar no fortalecimento das instituições de Bretton Woods para, assim, obter melhor condição de voto dentro da instituição. Renforcer les institutions de Bretton Woods pour obtenir des votes dans les institutions elles-mêmes. E, na verdade, a reforma recente do FMI, depois dos emergentes aportarem 80 bilhões de dólares, foi muito reduzido o nosso poder de voto, o aumento do nosso poder. En fait, depuis qu'il y a eu la réforme du FMI, du Fonds monétaire international, nos possibilités de vote, notre pouvoir de vote a été bien réduit. Então, para nós, da Organização da Sociedade Civil Brasileira, nos chama a atenção a falta de ousadia do governo brasileiro. Donc, pour nous, de la société civile du Brésil, de la société brésilienne, ça nous fait appeler l'attention pour le manque de pouvoir oser à être un élément moteur de critique pour une autre façon de faire de G20. E nos perguntamos por que não adotar uma perspectiva mais ousada em que leve a uma nova arquitetura financeira. Et on se demande pourquoi on ne peut pas avoir une perspective plus osée pour donner une nouvelle perspective financière. Porque, na verdade, dentro do cenário que se consolidou, o que parece é que, de fato, as negociações no âmbito do G20 se concentram apenas em adotar medidas conservadoras. Parce que devant les scénarios que se profilent, son rôle au sein du G20 reste toujours limité à soutenir des mesures conservatrices para que se restabeleça o ambiente de negócio o mais rápido possível. Afin que les affaires se rétablissent le plus rapidement possible. Então, falta uma perspectiva mais crítica sobre as raízes da crise. Il manque donc une perspective plus critique à propos des racines du fait de la crise. E uma reflexão que aponte para a construção de novo paradigma. Et la perspective pour la construction d'un nouvel paradigme de desenvolvimento. De développement. Alors, sur la légitimité, effectivement, il y a une différence entre le G8 et le G20. Le G8, quand même, il continue à être l'élément déterminant de la définition des politiques mondiales.
Et effectivement, je crois que Philippe était intervenu à un moment donné en disant, quand on demande aux gens du G8, mais pourquoi vous continuez à vous réunir? Ils disent parce que nous sommes la famille et nous avons les mêmes valeurs. Voilà. Donc c'est leur réponse. Et c'est vrai. Ils ont les mêmes valeurs. Les pays du G8 sont tous les 8, à part le Canada, peut-être on peut discuter un peu, des pays colonisateurs. Ils ont toujours été dominants dans l'ordre mondial. Et ils continuent à se considérer comme dominants dans l'ordre mondial. Et donc, le G8, effectivement, continue à se considérer comme la direction du monde. Le passage au G20, eh bien, il est quand même lié à quelque chose qui est très important dans la compréhension de la crise actuelle. C'est la contradiction géopolitique. Parce que finalement, la décolonisation n'est pas achevée. Et donc, nous sommes dans une période dans laquelle sont posées les questions géopolitiques. Si le G20 a un intérêt par rapport au G8, c'est que, en fait, le G20 n'est pas anticapitaliste. Les pays du G20 qui ne sont pas les 8 ne sont pas anticapitalistes, ne sont pas antilibéraux, mais ils sont anti-hégémoniques, parce que c'est leur intérêt d'être anti-hégémoniques. Et de ce point de vue, ils créent une contradiction nouvelle, qui est une contradiction très importante pour le déroulement de la crise, parce qu'il empêche de construire la sortie de crise sur l'élimination d'une partie des pays du monde qui permettrait aux pays dominants de reprendre la main. Ceci étant, le G20 est illégitime. Ce n'est qu'un directoire. Il n'est pas plus représentatif, mais il est plus présentable. Et ce n'est pas secondaire. Et donc, effectivement, nous devons tenir compte de ce qu'il représente et de ce qu'il représente comme nouvelle série de contradictions au niveau de l'ordre mondial. Et voilà, je crois que c'est ça qui est important. Et surtout, comme pour le G8, il y a quelque chose qui est très important à dire, c'est que il y a quelqu'un qui a demandé, mais si vous en parlez, c'est que vous ne considérez pas vraiment qu'il est illégitime. Si, il est illégitime, mais il est responsable. Le fait de considérer qu'il est illégitime ne nous interdit pas, au contraire, de l'interpeller par rapport aux responsabilités qu'il a dans l'ordre du monde et d'exiger par rapport à lui, exactement comme des syndicats exigent du patronat, qu'il prenne un certain nombre de mesures et qu'il réponde à un certain nombre de questions. Voilà. Bon, ça, c'était un peu les premières questions que je voulais dire sur la légitimité, parce que je pense que c'est très important de bien comprendre que nous remettons en cause la légitimité, mais nous l'interpellons quand même, et que nous tenons compte des nouvelles contradictions géopolitiques du monde, qui est quand même une des dimensions très importantes, et qui, avec le paradigme écologique, empêche d'imaginer que la crise est uniquement une crise structurelle de la régulation mondiale.